fait, ta démocratisation, déjà, nos clients, ils ont changé à ce moment-là. En fait, on est passé de... Nos clients, c'était souvent le premier designer ou le premier PM dans une boîte qui essaye de faire de la research à l'équipe de research de ces entreprises qui essaye d'évangéliser. Et donc, en fait, d'un point de vue produit même et d'un point de vue content, il y a eu un énorme shift où, en fait, à la place d'aider ce premier PM, tu aides ton client à avoir du succès à démocratiser pour ses partenaires dans la boîte, quoi. Et pour ça, il faut qu'on commence à créer notre communauté. C'est-à-dire que la logique est très simple. Si c'est le rêve de 3 personnes, ça compte pas. On est invisible, inaudible. Si ça commence à être le rêve de 10, 100, 1000, 10 000, 20 000 personnes, là on commence à être incontournable. On fait beaucoup de webinaires. La semaine prochaine, on a un webinaire où il y a 1300 personnes. On fait plein de webinaires aux directions marketing. Toute cette manière de vendre, elle induit une position d'expert et de ce qu'on appelle Trusted Advisor, c'est-à-dire est-ce que tu me fais confiance pour être médecin pour toi ? Et finalement, on lance le 20 juin 2022, donc ce sera bientôt notre date anniversaire. Et là, raz-de-marée. Sur ce sujet d'évangélisation, t'as ce mot research, tu vois, tu disais, nous, on va chercher aussi à éduquer les product managers et product designers, dont le métier, c'est aussi de faire de la research. Mais en fait, c'est marrant parce que research, c'est un mot quand même qui est très propre au métier de UX researcher ou user researcher. Ouais. Les PM parlent plutôt de participer à de la discovery ou de l'exploration. C'est que du vocabulaire. Mais en fait, ça a son sens que recherche, t'as un peu ce truc de... je suis un chercheur, je vais creuser des mines, quoi. Et en fait, quand tu dis, quand t'es PM et que tu vas dire à ton manager, je vais faire de la recherche, je pense que les gens se disent, oh attention, t'es là pour construire un produit qui va nous générer des revenus, Coco, t'es pas là pour faire de la recherche. Donc, au-delà juste d'évangéliser, j'imagine que vous, en message, ça a dû être une galère, non ? Ça a été une immense galère. Donc, une grosse partie de la démocratisation, si tu regardes... l'histoire de Maze et l'histoire de la manière dont on se positionne sur le marché de la research. En fait, on a passé 5 ans à ne pas s'appeler une research platform. On a avancé très masqué et on a avancé masqué aussi bien en externe auprès de nos clients, mais on a avancé masqué même auprès des VC. En fait, le but, c'était de le plus possible faire de la research sans parler de research. Donc, on parlait de testing, on s'est appelé une rapid testing platform, on s'est appelé plein de choses qui n'étaient pas de la research. Parce qu'en fait, la research aussi, il y avait un truc qui était très... il y avait une charge mentale très forte associée à la research. En fait, pour les gens, la research, il fallait un lab, il fallait faire de l'eye tracking, il fallait des choses très très complexes. Alors que, oui, la research, c'est un vrai métier. Et il y a plein. En fait, la research, quand on dit la research, c'est juste un mot chapeau pour parler de 25 choses qui vont de la discovery, la delivery, etc. Nous, ce qu'on pense, c'est en tout cas, il y a plein de parties de cette research qui devraient être faites ou qui pourraient être faites par les gens qui prennent des décisions tous les jours. Et une des raisons pour laquelle on pense ça, d'ailleurs, un point important de cette histoire-là, c'est très similaire à l'histoire, finalement, si tu penses à Amplitude ou Mixpanel. En fait, les équipes BI, il y a 10 ans, elles ont eu le même challenge. En fait, il y a 10 ans, on commence à avoir les premiers data analysts dans les boîtes. Toutes les boîtes veulent être data-driven, on en est là. Et en fait, les boîtes ont le même challenge. Est-ce qu'on peut scaler le BI ? Est-ce qu'on peut avoir 500 data analysts dans une boîte ? Pas vraiment. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour rendre tous ces gens qui ont besoin de data autonomes dans la prise de décision avec de la data ? Et Amplitude et Mixpanel sont des très bons exemples de boîtes qui ont réussi à faire ce switch-là. Ça n'a pas enlevé le rôle des BI. En fait, ça a même rendu le rôle des BI beaucoup plus important. Et c'est une partie très importante de la démocratisation pour moi, qui est que quand les gens parlent de démocratisation, ils parlent souvent de démocratisation de la practice, donc plus de gens qui font la chose. Mais en fait, la vraie démocratisation, c'est la démocratisation de la perception de valeur de la practice. Et Figma n'est pas devenu populaire parce que 2 designers peuvent bouger un carré ensemble dans un fichier design. Figma est devenu populaire parce que tout d'un coup, il y avait un CEO dans le fichier design. Et c'est ça la démocratisation, en fait, derrière. C'est... le problème de la research, c'est que la research n'a pas d'influence parce que la research vit dans une espèce de boîte noire de la boîte et vit pas dans les mêmes rythmes que le reste de l'équipe produit. Donc, on a tous eu le cas du researcher qui arrive 3 mois après qu'on ait commencé à développer un produit et qui dit en fait, je pense qu'on a tort. Et en fait, on pense que ça devrait pas fonctionner comme ça, en fait, la manière de faire de la research dans des boîtes modernes. Donc voilà, c'est un peu ça le parallèle. Donc nous, on a dû avancer très masqué, mais je pense comme beaucoup de boîtes qui ont fait ce même processus, comme Amplitude et Mixpanel, ont dû avancer masqué pour se protéger presque, tu vois, de la perception de la catégorie dans laquelle on était. Maintenant, on est beaucoup plus ouvert parce que j'ai l'impression qu'il y a une maturité qui grandit et que on a fait un travail aussi beaucoup de repositioning de la research elle-même. Donc en fait, plutôt que de repositionner nous-mêmes, il y a eu un gros travail et un gros effort de repositionner la catégorie elle-même, de ce que ça veut dire de faire de la research finalement. Et en 2024, où si on suit un petit peu les mouvements économiques, en particulier dans la tech, avec... je sais pas si on est encore dans cet hiver, en vrai je suis pas économiste et voilà, je fais que prendre des signaux faibles et essayer de les amplifier, mais
en gros, on voit que ça a été un peu compliqué, tu vois, post-crise. Là, tu as l'impression que ça reprend un peu. Je sais pas encore ce que disent les investisseurs autres, on verra bien, mais j'ai l'impression qu'on a quitté un peu ce creux qui était vraiment pas facile à vivre dans la tech. Toi, c'est pareil, tu es sur à nouveau une discipline qui est vue comme secondaire, même si le marché mûrit, donc il y a plein de tendances. Ouais. Comment tu l'as vécu et est-ce que la research, telle que c'est décrit, c'est un truc que tu trouves important pour les fondeurs dans cette époque où on cherche du ROI plutôt que de l'innovation, quoi? En fait, c'est peut-être le plus important. Alors évidemment, je suis extrêmement biaisé, donc je vais donner la réponse politiquement correcte, mais je suis extrêmement biaisé. Non, c'est le plus important. En fait, qu'est-ce que c'est que la research finalement, si ce n'est en fait une fonction opérationnelle qui aide les boîtes à prendre des meilleures décisions dans des marchés qui sont contraints, donc dans des marchés dans lesquels en fait il y a moins d'argent. En fait, le nombre de paris qu'on peut faire en tant que boîte, il est limité. Donc finalement, la research, elle devient presque centrale quand une boîte, il lui reste 12 mois de runway et qu'elle a que 3, alors je ne vais pas dire coin flip, mais tant pis, trop tard coin flip, qu'elle peut faire. Et ben finalement, la research, c'est presque l'élément qui devient vital de ces boîtes-là. Et donc du coup, pendant cette récession qui s'est passée les 2 dernières années, on a vu effectivement 2 choses en fait. On a vu d'une part des boîtes qui avaient une perception de la research comme très secondaire, qui ont cut les équipes de research. Donc il y a eu surtout dans les petites boîtes, il y a eu une espèce de mouvement où la research était vraiment du mal à rester. Et de l'autre côté, en fait, on a des boîtes plus matures qui voyaient la research comme un élément stratégique de la boîte et en fait où la research a pris une place centrale dans la boîte. Donc pour nous, et ça, on arrive un peu dans le sujet finalement de self-serve à self-assisted, qui est que pour nous, en fait, cette transition, elle s'est passée en grande partie pour ça, en fait, de boîtes qui étaient self-serve avec un bas niveau de maturité finalement de research, qui voyaient la research comme une activité, versus des boîtes plus matures qui voyaient la research comme un muscle stratégique de la boîte. Et donc, c'est très dur de retenir des researchers et de la research dans des boîtes qui voient la research comme quelque chose qu'on fait une fois par trimestre pour prouver à ton CEO qu'il a tort, versus qui voit la research comme finalement un muscle opérationnel qui aide la boîte à prendre des meilleures décisions. En parlant de démocratiser et d'évangéliser, donc il y a aussi une partie sur laquelle ça a un peu bougé. Pour les gens qui suivent Maze, vous avez fait un énorme travail de contenu depuis le début, avec déjà des articles super quali. Il y a un podcast, je crois qu'il y a un événement, la DiscoConf. C'est de la bombe ce truc. Voilà, écoute, petite pub, je mettrai le lien si l'épisode sort avant. Je crois que ça va être chaud, mais on va essayer. Ça m'étonnerait, mais j'espère que vous étiez là. C'est ça, j'espère que vous y étiez. DiscoConf, Anthony Disco. Et pareil, des templates, il y a eu plein de trucs. Est-ce que du coup, tu disais que ça servait à évangéliser quand votre marché, vos clients, votre cible, c'était des startups, des petites boîtes. Est-ce que du coup, sur la partie go-to-market, distribution, contenu, la stratégie a bougé également? Il y a eu pas mal de choses qui ont bougé, ouais. Donc là maintenant, tu fais du marketing, là maintenant, tu évangélises, elle change complètement. Donc nous, on est passé finalement de un marché très immature dans lequel, en fait, pour la plupart des gens, on était... c'était le premier designer qui faisait de la research et comment est-ce qu'on l'aide à devenir un champion de la research. Et donc on avait des grands piliers de contenu, en fait. On avait un pilier qui était un pilier monté en compétences. Donc on crée des guides, on va créer des choses, on va templétiser le produit pour permettre à des gens qui n'ont pas la maturité de quand même faire des choses qui ont de la valeur. Il y a un pilier, comment je donne des munitions à ce premier designer pour pouvoir essayer d'évangéliser la research en interne. Donc lui apprendre à parler le langage de la research. Et il y a un pilier Customer Study qui était comment on montre à ces gens qui veulent à quoi ressemble l'après, quand ils ont réussi. Donc ça, c'était les gros pans, et on pourra en parler pendant 3 heures, mais les gros pans de contenu de démocratisation, c'était ça. Quand tu vends à de l'entreprise, surtout quand il y a beaucoup plus de maturité, ça devient complètement différent. En fait, ta démocratisation, déjà, nos clients, ils ont changé à ce moment-là. En fait, on est passé de... Nos clients, c'était souvent le premier designer ou le premier PM dans une boîte qui essaie de faire de la research à l'équipe de research de ces entreprises qui essaye d'évangéliser. Et donc, en fait, d'un point de vue produit même et d'un point de vue content, il y a eu un énorme shift où, en fait, à la place d'aider ce premier PM, tu aides tu aides ton client à avoir du succès, à démocratiser pour ses partenaires dans la boîte, quoi. Donc, ça a changé énormément la manière dont on pense le contenu, dont on pense... le produit et les collaborations à l'intérieur du produit, parce qu'en fait, maintenant, le researcher, c'est le champion, et le researcher, il aide son équipe à se démocratiser. Ça veut dire, par exemple,
permettre aux researchers dans le produit de faire une question bank. Donc avoir ta banque de questions, c'est le researcher qui écrit les questions et le ton et comment est-ce qu'on pose des questions chez Just Eat. Et ensuite, les PM peuvent s'en servir. Donc c'est ce genre de choses-là en fait qui a changé énormément, je trouve, dans la manière dont on communique. Mais vous avez gardé quand même cette strate de dire il faut faire beaucoup de contenu. Il y a des boîtes qui en font pas du tout. Ouais, complètement. Vous avez gardé ce sujet, même si vous êtes moins dans l'évangélisation qu'avant, visiblement. C'est une strate que vous suivez toujours. Ouais, tout à fait. Parce qu'en fait, bon, comme on n'a pas non plus un temps. On peut aller sur ce sujet. Non, mais c'est pas ça. C'est juste que j'ai tiré des traits un peu larges sur ce qu'on a fait, mais en réalité, même au sein des entreprises, il y a différents niveaux de maturité, il y a aussi différents niveaux de taille d'entreprise. En fait, nous, en entreprise, on parle de commercial, mid-market, enterprise. Commercial, c'est des boîtes entre 100 et 1000 personnes. Mid-market, c'est 1000 à 5000. Enterprise, c'est 5000 plus. Et au sein même de ces trois structures, il y a encore différents niveaux de maturité. Et donc, en fait, par exemple, j'étais à Londres cette semaine pour rencontrer des clients. Donc, on fait souvent ça. On part, on rencontre nos clients. Et la range de maturité qui existe entre différentes entreprises, elle est immense aussi. Et donc, en fait, il faut comprendre que tu dois concevoir un produit qui peut aussi bien supporter un premier PM dans une boîte qui va essayer de faire de la research, qu'une boîte dans laquelle il y a 30 researchers qui ont un impact énorme dans la boîte et les aider à démocratiser pour le reste de la boîte, qu'une boîte enterprise qui a beaucoup de designers et de PM, mais qui a 3 researchers. Et donc, en fait, c'est espèce de jongle que tu dois faire entre ces trucs-là. Le content est énormément en fait à remplir finalement les trous qui existent dans ce chemin-là. Puisque le but, c'est que tout le monde ressemble à cette dernière boîte avec la plus de maturité. Et c'est ça que je voulais dire par ton dénominateur commun, il change. En fait, ton dénominateur commun, il est la boîte la plus mature et tu veux aider tout le monde à devenir ça. Versus, avant, tu penses ton produit par le dénominateur commun, c'est la boîte la moins mature et tu dois aider tout le monde à faire ça. Donc, c'est un peu le switch. J'entends que le contenu, c'est un sujet, c'est un support d'évangélisation très fort chez vous, parce que finalement, tu m'en as pas parlé comme stratégie d'acquisition particulièrement. Tu m'as dit, alors ça fait partie, mais tu m'as dit, c'est surtout là pour évangéliser, combler des trous, etc., pour des cibles qui sont pas uniformes et tout. Dans plein de boîtes SaaS, c'est une manière pas d'évangéliser, mais de vendre en fait. Tu penses à, je sais pas, des gens comme Lemlist par exemple, tu vois, un soft marché très mature, mais bon, une grosse strat qui, j'en parle souvent de Lemlist parce que je connais bien la boîte, mais ça peut être partout aussi par exemple. Bien sûr. Et chez toi, c'est pas un choix forcément de canal de go-to-market, c'est de l'évangélisation ou tu vois un peu comme les deux? En fait, c'est forcément les deux, mais c'est surtout que la manière dont moi je le pense, c'est que le contenu, ce n'est un canal d'acquisition que si le contenu apporte de la valeur aux gens. Donc en fait si tu penses ton contenu comme c'est pour faire de l'acquisition, t'as déjà perdu en fait. C'est comme les gens, quand les gens te demandent est-ce que ton but c'est de rentrer en bourse, est-ce que c'est de te faire acheter, tu dis non, mon but c'est de faire une boîte qui marche et ensuite on verra ce qui se passe avec. En fait, ton but c'est de faire du contenu qui apporte de la valeur aux gens. Si ton contenu apporte assez de valeur aux gens, tu auras de toute façon une stratégie de contenu qui amènera des gens. En fait, c'est un peu ça si tu pars d'une stratégie SEO qui n'apporte pas de valeur aux gens, tu vas de toute façon échouer. Donc pour moi, c'est deux faces de la même pièce. En fait, c'est les gens qui ont du succès avec des stratégies de contenu, même Lemlist, c'est parce que le contenu apporte de la valeur. C'est comme ça que c'est pensé à la base. Mais tu aurais pu avoir une stratégie, je te dis une bêtise peut-être, tu vas dire, de dire, nous, il faut qu'on évangélise. Je ne vais pas le faire par du contenu en ligne. Je vais aller dans les boîtes, faire des confs, des talks, des machins. C'est une strat. Alors, c'est coûteux, mais c'est une strat, tu vois. Et c'est pour ça que je me pose la question, est-ce que c'était décidé comme étant une strat seulement d'évangélisation ou ça faisait partie aussi de votre strat d'acquis, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Je pense que c'était les deux. Et puis surtout, le contenu, c'est une strat d'acquise dans lesquelles tu plantes des graines en année 1 pour avoir des fruits en année 4 en fait. Donc c'est une strat d'acquise en fait, tu sais, c'est cette fameuse phrase de le meilleur jour pour planter un arbre c'était il y a 100 ans et le deuxième meilleur jour c'est aujourd'hui. C'est un peu la même chose en fait. Donc nous on a pensé à la stratégie de contenu comme ce sera important de toute façon. C'est très important pour l'évangélisation et demain on en récoltera les fruits finalement et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est beaucoup des pièces de contenu qu'on a pu développer des 6 dernières années, en fait, elles sont génératrices de prospects énormément pour nous. Dans cette partie, alors c'est un sujet qui est pas mal évoqué en ce moment parce qu'il est un peu dans l'air du temps. Il y a beaucoup de boîtes qui intègrent de l'IA, soit pour des outils internes, pour améliorer un peu la manière dont les gens bossent en interne et leur productivité, soit pour des fonctionnalités pour leurs clients, où l'IA va avoir un intérêt. Et trop chaud qu'on parle de ça. On avait parlé un petit peu de ça en amont dans la préparation.
Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Qu'est-ce que vous faites avec l'IA chez Partout? Et concrètement, ça se manifeste, ça se représente comment, quoi? Ouais, je pense qu'il y a un peu 3 parties qui sont intéressantes pour développer le sujet de l'IA autour du produit et de manière générale. Il y a un premier aspect, c'est l'IA, ça transforme notre marché. Ensuite, l'IA, ça transforme nos équipes. Et ensuite, l'IA, ça transforme notre produit. Donc, si je prends chacun de ces 3 points, le premier, c'est le marché. Donc, nous, on travaille sur l'usage que toi, tu as d'Internet pour trouver des points de vente, répondre aux avis, etc. Et le marché, il est en train de se transformer parce que, notamment, Google est en train de lancer ce qu'on appelle AI Overview. Là, ça fait un peu la une aux États-Unis. C'est un bloc d'IA générative dans Google qui te résume en fait les sites internet. Donc nous, on doit s'adapter à plein de changements du marché dans lequel on évolue. Et je pense que c'est le cas pour plein de boîtes. C'est tu vois ton marché qui évolue et tu te dis mais qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que nous, demain, tu chercheras un point de vente dans ChatGPT et dans ce cas, il faut qu'on se référence dans les bases qu'utilise ChatGPT. Est-ce que les avis seront utilisés pour te faire des choix dans l'IA, avec de l'IA, etc. Donc tu as tout un pan de notre business qui consiste à devenir des experts de l'IA dans la transformation que l'IA apporte à la manière dont les gens cherchent sur Internet. Passage obligatoire, en fait. Ouais. Et ça, c'est devenir un peu expert de trucs parce que les gens, nos clients qui sont des directions marketing de grands groupes ou des petits commerçants, vont venir nous voir en nous disant les gars, je comprends rien, qu'est-ce qui se passe là, pourquoi il y a un bloc qui est résumé ou qu'est-ce qui arrive aux États-Unis, j'ai entendu parler de ce truc-là. Donc ça, c'est un premier truc que je passe assez rapidement parce que c'est pas le cœur du sujet. Mais c'est de la formation que vous faites pour vos clients, du coup, c'est quoi concrètement? On fait de la formation. Mais si vous faites, on fait beaucoup de c'est des webinaires. upsells ou c'est juste c'est du contenu que vous donnez à vos clients? On fait beaucoup de webinaires. La semaine prochaine, on a un webinaire où il y a 1300 personnes. On fait plein de webinaires aux directions marketing. Et qui est-ce qui s'occupe de ces webinaires, qui les anime? Ça va être des équipes, moi pas mal, et Thibaut. Et Thibaut, donc l'autre mon Thibaut. associé. On a l'impression que je parle de moi à la 3e personne. Quand je dis Thibaut, c'est pas moi. Tibor. Voilà. Avec Tibor, je viens de calculer que c'est Thibaut Renaud. Exactement. Moi, je suis pas J'ai essayé de pousser Thibaut parce que Thibaut Lévy-Martin, mais ce n'est pas passé. C'est pas passé. Donc il reste Thibaut pour primauté. Excellent. Si vous le faisiez pas, ça, qu'est-ce qui se passerait à ton avis? Ça, c'est un sujet qui est plus vaste, qui est la manière dont tu peux approcher des clients autour de ce qu'on appelle le consultative selling, qui consiste en gros, c'est une méthode de vente qui consiste à être plutôt sous la forme de consulting, donc d'essayer d'expliquer les changements et de trouver les problèmes que va rencontrer ton client sans forcément pousser pour ta solution, mais que la solution arrive comme une évidence. Donc toute cette manière de vendre, elle induit une position d'expert et de ce qu'on appelle trusted advisor, c'est-à-dire est-ce que tu me fais confiance pour être médecin pour toi? Et donc je vais te dire, regarde, là, il y a une pandémie de ça, toi, tu as l'air d'avoir des symptômes, moi j'ai un antidote, est-ce que ça te dit qu'on le teste? Et d'ailleurs, je vais t'expliquer tous les aspects de cette problématique. Et donc en fait, c'est transformer cette relation acheteur-vendeur à une relation presque patient-docteur, où tu essaies de régler un problème plus que de pousser un produit. Ça, c'est toute une approche commerciale qui va se traduire notamment par des webinars, mais aussi des livres blancs, des contenus, des formations internes pour que nos équipes aient cette approche. Et notamment pour l'IA, c'est un changement majeur parce qu'aujourd'hui, les gens sont perdus, les gens ont peur. Et avoir quelqu'un qui t'explique de manière simple des changements qui vont potentiellement beaucoup impacter ton business, ça fait plaisir. Et après, si en plus ils vendent une solution qui permet de répondre à ces problèmes, c'est bien. Donc voilà, ça c'est vraiment la première partie. Donc, qu'est-ce qui se passerait? Juste la question du coup, c'était si tu le faisais, quelqu'un d'autre le prendrait. Ouais. Et donc d'une part, et surtout, on vendrait moins. Ok, donc tu penses que ça crée de l'upsell chez vous, de la vente? Parce que le webinaire, il n'est pas que pour vos clients actuels, c'est aussi pour les prospects. Ça, j'avais pas bien compris. Majoritairement de prospects. En fait, ça te permet d'apporter de la valeur qui n'est pas uniquement du produit. Ouais. Je pense que penser qu'un produit, en fait, c'est peut-être un point important. Nous, on se positionne comme un partenaire et pas comme un fournisseur. La différence entre un partenaire et un fournisseur, c'est que le fournisseur, il va te vendre une techno. Et le partenaire, il va t'accompagner pour mieux l'utiliser et t'accompagner dans tous les aspects qui sont autour de ce produit. Et la phrase qu'on dit souvent à nos clients, c'est qu'un produit ne résout pas un problème. Mais c'est la manière dont tu l'utilises et la manière dont tu es accompagné. Et je pense que le SaaS, via les métiers de Customer Success, a compris, le monde du SaaS a compris que la technologie n'était pas la réponse à tous les problèmes, mais que la technologie pouvait aider à résoudre des problèmes si elle était bien utilisée. Et donc, tous ces aspects-là, ils permettent à nos clients de mieux utiliser notre techno, d'en comprendre mieux la valeur, de plus renouveler, ou d'acheter, ou d'upseller. Donc, je pense que c'est un accompagnement à la vente et à l'éducation du marché. Et donc très, très rapidement, on se rend compte qu'on ne va clairement pas être aidé, on se prend porte sur porte, claque sur claque, c'est très compliqué, il y a le Covid en même temps, bref, c'est pas une époque très heureuse. Et on se dit qu'il faut qu'on devienne une évidence. Et pour ça, il faut qu'on commence à créer notre communauté.
C'est-à-dire que la logique elle est très simple. Si c'est le rêve de 3 personnes, ça compte pas. On est invisible, inaudible. Si ça commence à être le rêve de 10, 100, 1000, 10 000, 20 000 personnes, là on commence à être incontournable. Donc, très simplement, tu prends ta plume, tu ouvres un réseau social, celui sur lequel tu es le plus à l'aise. Et toi Et tu commences. Moi, c'était LinkedIn. LinkedIn, t'as commencé par LinkedIn, ok. J'aime bien l'écriture, j'aime pas trop. Enfin, tout ce qui est vidéo, poster tous les jours et tout, c'est plus difficile pour moi. Et sur LinkedIn, le post commence. Ça, c'est le problème. C'est pas normal. Voici la solution qu'on est en train de créer. Inscrivez-vous. Ouais. Voilà, liste d'attente. Fameux framework PAS. Vraiment très simple. Et là, 100, 1000, 10 000. Tu postes tous les jours? Ah non, pas du tout. Non, je poste une fois tous les, je sais pas, 2 semaines. À l'époque, une fois tous les 2 semaines? Ouais, même plus, 2020. 4 semaines et tout, ouais. Ok. Et donc, en fait, on se rend compte qu'il y a une très grosse appétence du marché. On se rend compte qu'on est un projet qui est très attendu et on est un projet qui est très soutenu. Et là, tu vas voir les investisseurs. Combien de temps il se passe entre le moment où tu commences à poster? 6 mois. Donc 6 mois, tu fais que poster. À côté, j'imagine que tu commences quand même à concrétiser un peu le truc. C'est ça. Tu commences à construire des choses ou... On ne fait pas que poster, on fait en sorte d'avoir plusieurs canaux d'acquisition de leads, donc en fait de créer cette communauté. C'est aussi beaucoup de rencontres, enfin bref, tu parles de ton idée à tout le monde, c'est de voir quelles portes s'ouvrent et tout. Tu as une page, une waiting list pour aller chercher, sortir les abonnés de LinkedIn et les mettre quelque part dans un petit réservoir en disant... Tu as un site internet, à ce moment-là tu cliques, tu laisses ton nom, ton prénom, ton adresse mail, très simple. Okay. Et nous on les nourrit en plus avec une newsletter où on dit on a fait ça et tout. On leur raconte tout, on est 100% transparent. Donc building public. Vraiment, la galère c'est ça. Ok, on va être en retard de 6 mois. Ok, en fait, on va être en retard de 1 an. Ok, en fait, c'est 2 ans et demi notre retard. Enfin, vraiment. Et pourquoi? Parce que à chaque fois on soulève un tapis, il y a encore plus de poussière, c'est encore plus crade, c'est encore plus carboné qu'on ne le pensait. C'est incroyable et tout. Enfin, vraiment, on est très clairement arrivé très... je sais pas si naïf, c'est le bon mot, mais en tout cas, j'ai l'impression de pouvoir... Je suis pas mère, mais j'ai l'impression de pouvoir faire le parallèle un peu avec quand tu deviens parent. J'ai l'impression que les parents, ils sont pas du tout au courant de ce qui les attend. Je pense à peu près ça l'entrepreneuriat. Et c'est normal, c'est tant mieux. Ne sois pas au courant de ce qui t'attend parce que ça va être très difficile. Donc, on constitue cette communauté, on construit tout en public. En parallèle, on revient voir des personnes qui ont un peu d'argent, qui s'appellent les business angels, qui croient en nos valeurs. On en trouve des gens complètement fous pour être avec nous. De nouveaux ou d'anciens qui avaient dit non? Non, des nouveaux. Des nouveaux. Donc, on lève des fonds, on construit le produit. Ça prend tellement de temps parce que... tout est... Bref, beaucoup de portes, beaucoup de déceptions et tout, beaucoup de rebondissements. Et finalement, on lance le 20 juin 2022, donc ce sera bientôt notre date anniversaire. Et là, raz-de-marée.